Bienvenue à l'ouverture de Station Europe, c'est le titre de ce nouveau rendez-vous sur BX1, une nouvelle émission pour aborder des sujets qui vous concernent en tant que Bruxellois et Européens. On se retrouve dans quelques instants sur le plateau du Parlement européen avec nos invités, une jeune militante et celle qui se présente elle-même comme l'emmerdeuse dont l'Europe a besoin. Et je vous présente tout d'abord la jeune militante, car dans ce premier numéro, nous allons revenir sur le phénomène qui aura marqué l'année 2019 en Europe, en Belgique et aussi à Bruxelles en particulier, c'est le réveil citoyen autour de la question climatique. Alors, Sarah Boursi, merci d'être avec nous. Vous faites partie de ce qu'on appelle la génération climat. Vous avez des airs de lycéenne, mais vous êtes déjà doctorante en physique à l'ULB, spécialiste de la dynamique des fluides. On verra s'il y a un rapport avec le climat. En tout cas, le climat vous a fait descendre dans la rue. Vous avez participé à toutes les marches à Bruxelles. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que au fur et à mesure des actualités, j'ai découvert toutes les problématiques liées justement à la crise climatique et écologique. Et donc, c'est ça qui m'a fait réaliser en fait l'importance d'agir face à cette crise et qui m'a poussée à faire ces marches. Et donc, justement, au lendemain de la marche qui a réuni 70 000 personnes l'année dernière, j'attendais des réponses concrètes de la part du gouvernement. Et elles ne sont pas apparues, justement. Et c'est pour ça que vous avez adhéré à un mouvement plus radical, le mouvement Extinction Rébellion. Il ne risque pas de faire un petit peu peur à certains citoyens, ce mouvement ? Alors, je pense que la peur, justement, que représente la crise écologique et climatique est bien plus grande que la peur que pourrait, justement, fournir notre mouvement. Et justement... La révolte que peuvent ressentir les citoyens et les citoyennes a son importance. Il y a une colère chez vous. Exactement, tout à fait. Donc c'est ce que résume bien notre slogan « Amour et rage ». Donc amour pour l'ensemble des êtres vivants de cette planète, y compris les humains et les humaines, et rage dans le sens où rien n'est mis en œuvre pour défendre tous ces êtres vivants. Voilà. Est-ce qu'on peut dire en résumé que les Jeunes pour le climat, avec des personnes comme Adélaïde et Hanouna, ce sont les gentils et vous, à Extinction Rébellion, vous êtes les méchants ? Non, non, pas du tout. Il n'y a aucune opposition à faire, justement. Il y a une grande complémentarité entre tous les mouvements qui œuvrent finalement dans une même direction. Si ce n'est que je pense que la mobilisation citoyenne au cours des marches, elle a réussi à éveiller la conscience de beaucoup de citoyens, beaucoup de citoyennes, à les pousser justement à l'action. Mais pour faire pression sur les gouvernements, on a besoin d'actions de désobéissance civile telles qu'on les fait dans Extinction Rebellion. Alors, sur Twitter, quelqu'un écrivait « Ces jeunes qui marchent au pas au nom d'une idéologie, ça fait peur ». Vous répondez quoi ? Je ne pense pas qu'il y ait une idéologie derrière tout ça, justement. C'est quelque chose qui s'est organisé sous leur propre impulsion. Il n'y a rien qui dicte ce Mais qui... vous avez quand même une idéologie. Vous voulez changer la société, le système de consommation. Je ne pense pas que ce soit une idéologie en tant que telle, dans le sens où on propose, donc nous en tant que simples activistes, on ne propose pas de solution. On remet en question le système actuel, on remet la nécessité, enfin on parle de la nécessité de sortir du système économique dans lequel on est. Bien sûr, on a une société vers laquelle on voudrait aller, dans le sens où ce vers quoi on voudrait aller, c'est une société post-croissance qui soit équitable, juste aussi bien pour tous les citoyens et citoyennes que pour le reste de la planète. Donc ça, c'est un objectif. Mais après la mise en œuvre de cette transition, on pense qu'elle doit se faire justement à travers les décisions prises par les citoyens et les citoyennes. On y reviendra parce que c'est important, bien sûr. Vous vivez à Bruxelles. Est-ce que Bruxelles donne l'exemple au niveau de sa lutte contre le changement climatique ? Alors, il y a
plusieurs angles d'attaque pour répondre à cette question, bien sûr. On pourrait parler du fait que diverses communes de Bruxelles ont déclaré une urgence écologique et climatique. Bon, tout d'abord, ça serait pour 2050. Or, 2050, c'est un objectif qui n'est pas du tout suffisant. En fait, il faut aller plus vite. Il faut agir beaucoup plus vite, car donc, ce que les rapports du GIEC nous indiquent, ils nous disent qu'on doit justement diminuer les émissions de CO2 à partir de 2020. Mais ce sur quoi ils se basent, en fait, ne prennent pas en compte tout un tas de phénomènes climatiques très complexes qu'on est en train de voir à l'œuvre, justement, qui nécessitent une réponse bien plus rapide, en fait. Là, vous parlez des communes bruxelloises. Il y a aussi le gouvernement de la région bruxelloise qui a présenté tout récemment un plan climat qualifié d'ambitieux avec des mesures spectaculaires, l'interdiction du diesel à partir de 2030, des voitures à essence à partir de 2035. Vous vous dites, on a été entendu, on peut arrêter de descendre dans la rue ? Non, pas du tout, parce que généralement, ces réponses, en fait, elles sont assez focalisées sur certains secteurs. Qui plus est, je pense que justement, ces mesures qui visent à interdire les voitures au diesel, elles pourraient porter préjudice peut-être à des personnes qui ont besoin de ces voitures au diesel. Ça, c'est une chose. Et tant qu'on n'envisage pas le système dans sa globalité, dans son ensemble, on ne pourra pas apporter une réelle réponse au problème. Sarah Bourcy, vous avez à côté de vous deux petites enveloppes, une verte et une rouge, avec la bonne question et la mauvaise question. Vous choisissez laquelle ? Alors, comme disons que notre fer de lance, c'est la désobéissance civile, je vais prendre la mauvaise question. La mauvaise question, la rouge, que vous ouvrez et vous allez la lire à haute voix et sans crainte. Alors, à cette jeune génération en faveur du climat, ne faudrait-il pas bloquer l'accès au permis de conduire ? La question ne vient pas de moi. D'accord. Donc déjà, on peut remettre en question cette... Déjà, vous faites du vélo. Voilà, je fais du vélo. Donc on peut remettre en question cette idée d'interdiction. Et je pense que ce n'est pas à coup d'interdiction qu'on va résoudre les choses. Ce qu'il faudrait probablement, ce serait justement favoriser des alternatives de mobilité et donc favoriser l'utilisation d'autres moyens de transport que la voiture. Et ça vaut à Bruxelles en particulier. Alors, on va regarder un petit clip maintenant. Vous, les jeunes, vous avez réussi une prouesse, c'est de vous faire entendre par le monde politique, alors que généralement, pour se faire entendre par le monde politique, eh bien, il vaut mieux être un homme blanc d'âge mûr et en costume. C'est ce que dénonce l'UNICEF. Regardez ce petit clip, cette petite vidéo qui a été tournée tout récemment à Bruxelles. Et après cela, on recevra une députée européenne qui, elle aussi, est un peu rebelle. We have decided to take action. Retour sur notre plateau au Parlement européen à Bruxelles et on accueille Marie Arena, députée européenne dans le groupe socialiste et plusieurs fois ministre dans une autre vie. Bonjour Marie Arena, merci d'être avec nous. Alors sur votre page Facebook, vous vous présentez comme l'emmerdeuse dont l'Europe a besoin. Ça veut dire que vous aussi, vous êtes un petit peu rebelle et vous comprenez Sarah ? Alors oui, bien sûr, moi je pense qu'il faut qu'on puisse
stopper le business as usual, c'est-à-dire la manière dont on fait d'habitude, à la fois de la politique, à la fois de l'activisme, c'est-à-dire qu'on doit être beaucoup plus dur, plus revendicatif, plus utiliser tous les outils qui sont à notre disposition ou pas à notre disposition pour faire comprendre qu'il y a urgence. Et je dirais il y a urgence climatique. Et j'engloberais dans l'urgence climatique l'urgence sociale parce que les deux thématiques vont ensemble. Et la question des victimes du climat aujourd'hui, eh bien, ce sont les mêmes victimes que des inégalités sociales. Et donc, il faut vraiment qu'on travaille ensemble avec tous les moyens qui sont à notre disposition et en étant rebelles. Je pense que c'est une bonne manière de faire. Alors, Greta Thunberg, à la COP25, disait « Globalement, rien n'a changé, la crise climatique est toujours ignorée par les gens au pouvoir ». C'est pas un peu sévère ? Alors, je pense qu'il y a eu des choses, et c'est vrai que depuis que les scientifiques nous disent qu'il faut prendre cette question au sérieux, les évolutions n'ont pas été rapides. Et ce qui a donné un coup d'accélérateur, c'est cette mobilisation. Donc, c'est-à-dire que oui, il y a une connaissance scientifique de l'enjeu et de l'urgence climatique, mais qu'à chaque fois, on nous a rappelé en disant « oui, mais… » attention, il va falloir prendre en considération les pertes d'emploi, prendre en considération la transformation, jusqu'au moment où on nous dit mais maintenant, il est peut-être tard, trop tard, et donc il est maintenant temps d'avancer beaucoup plus vite. Donc ça fait 30 ans qu'on nous dit qu'il y a un enjeu climatique, et aujourd'hui, la question est de dire est-ce qu'on va y arriver ? Et c'est notre dernière chance pour prendre en considération tous les signaux d'alerte qui nous ont été donnés depuis 30 ans en ce qui concerne le climat. Donc, le verre est, je dirais, pas complètement vide, mais il va falloir se dépêcher pour le remplir. Mais alors, est-ce que Ursula von der Leyen, la nouvelle présidente de la Commission européenne, a entendu ce signal ? Elle a présenté son Green New Deal, un grand pacte vert pour l'Europe, et elle a dit que ce pacte, c'était aussi important que le premier pas de l'homme sur la Lune. D'accord ou pas d'accord ? Alors, c'est effectivement important. Alors, je tiens quand même à signaler qu'à l'intérieur de ce Parlement, il y a quand même près de 300 personnes qui ont voté soit contre l'urgence climatique, soit se sont abstenues sur l'urgence climatique. 300 sur un Parlement de 750, c'est énorme. Donc, ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire pour convaincre des membres de ce Parlement pour dire on n'a plus le choix. Et Mme von der Leyen, elle devra non seulement convaincre à l'intérieur du Parlement, mais aussi convaincre le Conseil, c'est-à-dire les États membres. Et vous savez, par exemple, la Belgique, aujourd'hui, on est dans l'accord de Paris, on a signé pour les objectifs, mais malgré tout, sur les 3 piliers importants que sont la diminution des gaz à effet de serre et du CO2 en majorité, nous sommes en deçà des objectifs. C'est-à-dire que l'objectif qu'on s'est donné pour 2020, on ne pourra l'atteindre qu'en 2030, donc c'est déjà une difficulté. L'efficacité énergétique, nous n'y sommes pas. Et l'investissement dans le renouvelable, nous n'y sommes pas non plus. Ça veut dire que si la Belgique est dans cette situation, il y a d'autres États membres qui sont dans cette situation. Donc il ne suffit pas de se donner des objectifs, il faut se donner les moyens pour les atteindre. Parce qu'on ne peut pas se retrouver en 2050 avec des objectifs non atteints, parce que là, vraiment, ce que vous voulez dire, c'est que le plan, le New Green Deal d'Ursula von der Leyen, c'est un bon plan. Il faut lui donner les moyens. La fusée Europe n'est pas encore arrivée sur la Lune. Exactement. Donc on est vraiment aujourd'hui dans une annonce d'une priorité. Un catalogue. C'est déjà ça. Ce n'était pas le cas lors du lancement de la commission Juncker. On a perdu 5 ans peut-être sur cette question. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une déclaration d'intention politique de la Commission, et ce qui est déjà très bien. Maintenant, il va falloir mettre les moyens. C'est-à-dire, moi, quand j'entends que la BEI, la Banque européenne d'investissement, ne pourra plus utiliser ses moyens pour les projets d'énergie fossile, très bien, en 2021, qu'elle devra utiliser 50% de ses moyens pour la transition énergétique. Pourquoi n'avons pas nous dit qu'elle doit utiliser 100% de ses moyens pour la transition énergétique ? Sarah, le Green New Deal, il vous rassure, il vous séduit ou vous restez sceptique ? Nous restons, je pense, fort sceptiques vis-à-vis de ce Green New Deal parce que... À cause de quoi ?
après l'avoir parcouru un peu, ce dont on se rend compte assez rapidement, c'est que le concept même de croissance économique, il n'est jamais remis en question en fait. Alors que pour sortir de la crise dans laquelle on est, je pense qu'il faut très clairement sortir de ce contexte de croissance économique. Parce que, par exemple, si on investit massivement dans les énergies renouvelables et qu'on continue à produire autant, on ne pourra pas empêcher que ces investissements aient des coûts environnementaux et sociaux énormes. Parce que pour construire toutes les infrastructures, on doit aller chercher des métaux, des terres rares, on doit les extraire. Donc ça veut dire que, selon vous, même si on fabrique une éolienne, c'est pas bon? C'est pas que c'est pas bon, c'est juste qu'il faut avoir dans l'esprit que peu importe ce qu'on fait, il y a des émissions qui sont émises. Et donc, de ce fait-là, la seule solution qui est réellement envisageable et dont on parle en fait depuis les années 70, que l'agence même européenne pour l'environnement mentionne à demi-mot, c'est que pour aller vers un futur qui soit plus durable, on doit sortir de ce concept très étroit de croissance économique. Donc, vous prenez la décroissance en quelque sorte. Disons qu'on prône une société post-croissance. Voilà. Alors, Marie-Arena, d'accord ou pas d'accord? Une croissance verte, c'est pas possible ça? Alors justement, tout dépend de ce qu'on met derrière la croissance. Si la croissance est liée à la consommation matérielle, effectivement, je pense que ça pose difficulté de tout miser sur la croissance matérielle. C'est-à-dire que si on dit on ne va pas revoir notre manière de bouger, et donc, pour bouger, il faut des voitures. Et on va remplacer les voitures polluantes aujourd'hui, diesel, par des voitures électriques. Ça ne réglera pas le problème parce qu'effectivement, pour produire des voitures électriques, il va falloir aller chercher les métaux, il va falloir les exporter, il va falloir exploiter des ressources dans des pays qui sont des pays en difficulté, par exemple les pays africains sur la création de batteries ou autres. C'est une des raisons pour laquelle je rejoins effectivement Sarah sur le scepticisme par rapport à la volonté politique de cette commission, c'est qu'effectivement, elle a le Green Deal, mais en même temps, elle ne remet pas en question les politiques de libre-échange, donc les accords commerciaux. Aujourd'hui, on va débattre d'un accord commercial avec le Vietnam ou avec le Mercosur qui ne font que nous éloigner de nos lieux de production et de consommation. Les pays d'Amérique du Sud. C'est vraiment une vraie, je dirais, une vraie incohérence des politiques que l'on mène. Idem pour d'autres politiques, par exemple la politique agricole commune, où on investit dans une politique agricole ultra productiviste pour lesquelles on n'arrive pas à rémunérer nos agriculteurs locaux et pour lesquels on envoie nos marchandises vers des pays qui ne peuvent pas développer leur agriculture locale. Et donc c'est complètement aberrant de continuer des modèles tels que ceux-là aujourd'hui en Europe. Alors on va faire un petit jeu, Marie et Sarah, vous parlez d'agriculture. J'ai un petit pique-nique, hein, parce que je sens que vous avez déjà une petite faim. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui est bon ou pas bon par rapport à la question climatique? Qu'est-ce que vous mangez et qu'est-ce que vous ne mangez pas? Des fraises à Noël? Pas. Vous ne mangez pas? Non. Bon. Alors, ça, ce sont des carottes bio et également des fèves et des haricots bio. Ça, vous mangez ou vous ne mangez pas, Sarah? Moi, personnellement, je dirais que oui, mais j'en profite pour rebondir par rapport à cette question, justement, dans le sens où les actions individuelles, la façon de consommer, oui, ça ne suffit pas. OK, c'est important parce que c'est une façon de prouver que, oui, il est possible de produire et consommer autrement, mais ce n'est pas suffisant, en fait. Voilà. Ça, vous êtes d'accord aussi? Alors, il faut savoir que, par exemple, des décisions politiques. Bien sûr, l'agribusiness, donc c'est-à-dire depuis la production du produit jusqu'à sa transformation et votre assiette, ça représente 30% des émissions de CO2. Donc, si on ne change pas le modèle agribusiness, mais pas du point de vue du consommateur, du point de vue de la production, de la manière dont on pense cette production, eh bien, notre action individuelle ne va pas changer beaucoup de choses. Donc, il faut vraiment que ce soit tout le modèle de l'agribusiness qui, depuis sa conception, vous savez, on a travaillé sur l'économie circulaire pour utiliser le moins d'énergie possible. Eh bien, l'agribusiness devrait rentrer dans cette logique d'économie circulaire pour utiliser et concevoir des produits qui ont le moins d'impact d'un point de vue environnemental. Comme par exemple cet ananas qui a fait 15 000 km pour venir jusqu'ici. Vous le boycottez? Alors, c'est pas, encore une fois, c'est pas une... Je pense qu'on doit travailler avec les pays qui sont les pays émetteurs. Si on n'arrête pas de dire à ces pays à l'origine, c'est avec cette production-là que vous allez vous en sortir,
eh bien, dire aujourd'hui je vais boycotter le pays d'origine de cet ananas, c'est peut-être le rendre plus pauvre aussi. Et donc on doit travailler avec ces pays d'origine pour qu'ils investissent dans des agricultures locales qui leur permettent aussi de consommer local et de privilégier cette agriculture. Non pas une agriculture pour l'exportation, mais une agriculture pour les besoins qui sont les besoins locaux. Et donc, je n'aime pas dire que je boycotte, parce que si on ne le voit pas dans un angle global, eh bien, il y aura des gens qui paieront le prix de cette non-commercialisation. Et alors, une viande de bœuf avec ou sans plastique? Peut-être qu'on pourrait revenir sur la consommation de viande, Oui. bien sûr, qui contribue justement à la déforestation de la forêt amazonienne. Et donc, ça, c'est ce qui permet aussi de nous mettre en lumière, en fait, les inégalités vis-à-vis, donc, qui surgissent de par le mode de consommation des pays du Nord, finalement, et de nos émissions de CO2. Les premières personnes qui sont impactées, c'est les personnes qui vivent dans le sud, justement. Et pourquoi la viande, ça a un impact sur les forêts Parce que pour nourrir tout le bétail, justement, qui permet de produire cette viande, on produit du soja qui contribue à la déforestation de l'Amazonie. Alors, Maria Arena, on est à Bruxelles, c'est la capitale de l'Europe. Est-ce qu'elle donne l'exemple, selon vous, en matière de lutte contre le réchauffement climatique ? Alors, vous savez, Bruxelles, donc, c'est une région qui, dans le système institutionnel belge, c'est compliqué parce que la compétence sur la question environnementale a été régionalisée, donc fragmentée. Bruxelles fait sa part, mais il faut savoir qu'à Bruxelles, 61% des émissions de CO2 viennent du logement et plus ou moins 25% viennent du transport. Et donc, si Bruxelles doit atteindre ses objectifs de réduction de CO2, elle doit prendre des mesures qui sont des mesures drastiques sur le logement. Or, si vous regardez le seuil de pauvreté aujourd'hui à Bruxelles, il est énorme par rapport aux communes avoisinantes. Et donc, demander à Bruxelles de faire toute seule son effort sur sa région, principalement sur la question du logement et du transport, et le transport, malheureusement, à Bruxelles, un Bruxellois sur deux n'utilise pas sa voiture. Et donc, les impacts CO2 à Bruxelles en matière de transport sont des impacts qui viennent de l'extérieur de Bruxelles. Et donc, je pense que Bruxelles fait une partie de son travail. Il y a d'ailleurs le plan bruxellois en la matière. Mais malheureusement, elle doit être aidée par les autres régions pour y arriver. C'est pour ça que je pense que nous devons avoir des outils de solidarité par rapport à l'objectif climatique. Si nous exigeons aux plus petits à la plus petite région de faire toute seule son effort, eh bien, ce sera difficile et il y aura des impacts durs par rapport aux populations. Et donc, c'est la raison pour laquelle cette logique s'applique au niveau mondial. C'est-à-dire qu'on doit aider les pays qui doivent faire le plus d'efforts avec le moins de moyens. C'est pour ça qu'on crée des fonds de solidarité entre l'Europe et l'Afrique, par exemple, mais aussi entre les différents pays européens pour atteindre les objectifs. Donc, ne laissons pas les régions telles que la région bruxelloise toute seule à devoir gérer son objectif climatique parce que ce sera beaucoup trop difficile pour elle. Sarah, une question à Maria Arena ? Moi, la question que je voudrais lui poser évidemment, c'est est-ce que vous pensez que l'Europe va finir un jour par remettre en question la croissance économique ? Voilà. Alors, je pense que l'entrée climatique est la meilleure manière de pousser l'Europe à y arriver. D'une part, parce que l'Europe a et est encore aujourd'hui l'enceinte qui impose les plus hauts standards en matière climatique par rapport au reste du monde actuellement. Et qu'il y a une vraie prise de conscience citoyenne européenne par rapport à cela. Et donc, la porte d'entrée climatique sur la remise en question du modèle européen en matière de production et en matière de croissance est une bonne porte d'entrée, peut-être la meilleure. Nous n'avons pas réussi par la porte d'entrée sur les inégalités parce que le modèle de croissance tel qu'il est aujourd'hui génère des inégalités. Et nous le disons depuis des années et nous n'avons pas été entendus. J'espère que par la porte climatique, eh bien, cette question des inégalités et de la remise en question pourra être abordée de manière beaucoup plus partagée, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas réussi à avoir une majorité parlementaire pour remettre en question ce modèle.
Maria Redin, vous aussi, vous avez une petite enveloppe, même deux, à votre côté, avec une bonne question et une mauvaise question. Vous prenez laquelle? Je vais prendre la rouge. Je ne sais pas si c'est la mauvaise, mais... Alors, vous la lisez à haute voix. Voici un bon pour le Salon de l'Auto de Bruxelles. Y allez-vous? Non, parce que je n'ai pas l'intention d'investir dans une voiture. Sarah, il y a aujourd'hui des organisations qui demandent l'interdiction de la publicité pour certaines voitures, les SUV, les grosses voitures surélevées notamment. Vous applaudissez à cette demande d'interdiction? Eh bien, tout à fait, en fait, parce que donc c'est dans le cadre d'une coalition qui s'appelle Boycott Autosalon et Extension Rebellion Bruxelles est un des signataires justement de ce boycott Autosalon, dont le but est tout simplement de supprimer la publicité pour les voitures et si une progressivité est nécessaire, de supprimer au moins la publicité pour les voitures qui émettent justement trop de CO2 ou qui sont trop puissantes, trop lourdes, dangereuses également vis-à-vis de tous les autres utilisateurs de la route. Et donc ça se fait au moyen de petites campagnes qui rappellent justement celles par rapport à l'interdiction de la pub dans l'industrie du tabac. Et donc l'idée justement, c'est en supprimant cette publicité, c'est de supprimer l'incitation à acheter des véhicules extrêmement polluants parce que ici récemment ce qu'on constate c'est une augmentation des ventes de SUV qui alors que on pourrait dire qu'il y a une plus d'efficience qui est acquise justement au niveau des moteurs de voitures, mais avec ces SUV qui produisent énormément, on va carrément dans le mauvais sens en fait. On devine que lorsque vous montez dans une voiture, vous le faites en cachette avec une cagoule. Non, pas du tout, parce que je voudrais préciser que même si ce boycott vise à supprimer la publicité finalement pour les voitures, on ne remet pas en question le fait que dans certaines situations, la voiture a toute son utilité. Mais cela doit s'accompagner justement de la promotion d'autres moyens de transport, que soit les moyens de transport actifs, soit les transports en commun. Merci Sarah Boursi, merci Maria Redin de vous être arrêtée à la Station Europe. Merci à Pascal Simard et à toute l'équipe qui a réalisé cette émission ici au Parlement européen. Station Europe rouvrira ses portes en janvier prochain. D'ici là, passez de bonnes fêtes, sans trop d'excès. Pensez au climat, mais amusez-vous quand même.